Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore une fois aussi nombreuses et nombreux pour cette nouvelle session de l'Académie de la Cheville. Euh, alors, euh, tout d'abord, comme d'habitude, ce webinaire est filmé. Il risque d'y avoir quelques vidéos, alors il n'y en aura pas beaucoup ce soir, mais il y en aura quand même peut-être une ou deux qui vont être diffusées. Si jamais vous ne les voyez pas sur votre écran, c'est pas la peine de perdre le fil de la présentation, restez plutôt concentré autant que possible. De toute façon, vous pourrez revoir ce webinaire qui sera posté dès demain ou après-demain sur YouTube en intégrant bien évidemment ces fameuses vidéos. Donc ce webinaire est filmé, il n'y a aucun problème pour revisualiser tout ça à loisir plus tard. Vous pouvez également poser des questions, pour ceux qui ont l'habitude, c'est une répétition, mais pour les autres, c'est peut-être une découverte, par écrit, par le biais de la rubrique questions qui est en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dès qu'elles vous passent par la tête et on compilera ces fameuses questions à la fin de la présentation. Et on essayera d'y répondre. Si on a les réponses, bien évidemment, on les apportera avec grand plaisir. Si on ne les a pas, on ne pourra pas les inventer. Encore une fois, peut-être une répétition pour certains, une découverte pour d'autres. L'Académie de la Cheville, c'est tout simplement une initiative de partage et de diffusion de connaissances en faisant intervenir différents experts qui sont soit kinésithérapeutes, soit médecins, chirurgiens, chercheurs, tous impliqués dans la recherche et publiant dans le domaine de la prise en charge de la cheville instable. C'est une initiative lancée par l'équipe Mieux mais qui aborde des thèmes bien plus larges, comme vous avez pu le constater pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires, et les autres, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour le constater. Alors, ce soir, on va aborder un thème qu'on n'a pas encore abordé dans le cadre de cette académie, qui est la rééducation de la cheville instable opérée, autrement dit la rééducation post-ligamentoplastie de cheville. Et comme vous le verrez, il n'y a pas de standard en la matière, il n'y a même, pour ainsi dire, pas de publication dans le domaine. Donc on a décidé de s'attaquer à cette problématique, et tout prend du temps dans le domaine de la validation scientifique, tout ne se décrète pas, bien évidemment. Et donc ici, on va faire une proposition argumentée pour essayer d'optimiser cette rééducation. Le terme argumenté dans le sous-titre a tout simplement vocation à, comme vous allez le constater, à renvoyer vers le recours à des principes publiés et validés scientifiquement. Alors, le protocole qu'on va vous proposer va faire l'objet d'une étude qui va débuter dans les prochains mois. Par contre, les décisions qui ont été prises déjà sur la base de publications scientifiques. C'est un protocole qui est le fruit d'une réflexion principalement à quatre. Donc 4 intervenants de l'Académie de la Cheville, Brice Picot qui est à mes côtés, et vous allez entendre dans pas longtemps, François Fourchet que vous avez pu entendre sur les thèmes de l'instabilité chronique de cheville en 2017 et du gainage du pied, et qui est un membre du bureau de l'Ankle Instability Group, qui est la société savante la plus active dans le domaine de la recherche sur la rééducation de la cheville instable. Yves Tourné, vous avez pu entendre aussi sur la ligamentoplastie de cheville, et qui est chirurgien orthopédique à Grenoble, et qui est lui membre de la société savante la plus active dans le domaine de la chirurgie. Donc vous voyez qu'à l'initiative de l'Académie de la Cheville, c'est la première fois qu'on fait réfléchir un membre de chacune des 2 sociétés savantes les plus influentes au niveau international. Et puis moi-même, Romain Terrier, chercheur à l'Université de Savoie dans le domaine du contrôle moteur, et spécialisé dans le domaine de la prise en charge de la cheville instable. Tout d'abord, le contexte autour de l'instabilité chronique de cheville et de sa prise en charge chirurgicale et des suites à donner. Alors, le modèle de Hertel, François Fourchet fait partie d'un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'International Ankle Consortium, qui a été initié par Jay Hertel, qui est, comme je le dis à chaque fois, et ça me vaut des petites moqueries par mes collègues, mais qui est le chercheur de loin le plus reconnu et le plus prolifique au
au niveau international dans le domaine de la cheville instable. Ce modèle a été proposé en 2002. Il commence à dater, il est toujours aussi pertinent. L'instabilité chronique de cheville peut résulter de déficit ou d'instabilité d'origine mécanique et ou d'origine fonctionnelle. Le côté fonctionnel relève plutôt de la rééducation, le côté mécanique relève plutôt de la chirurgie, et quand il y a les deux, il faut savoir mixer les deux. Ce modèle a été récemment précisé, et il y a 7 sous-groupes qui ont été proposés par Claire Hiller, qui fait partie également du groupe de l'International Ankle Consortium. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette notion d'instabilité mécanique, d'instabilité fonctionnelle ou d'instabilité perçue, et puis il y a des entorses à répétition ou pas, et des appréhensions lors de la locomotion sur terrain instable ou pas. Alors, la première chose à faire, on va parler de rééducation post-ligamentoplastie, ce qui sous-entend qu'il y a eu une opération. La première chose à faire, c'est poser l'indication opératoire. Et là-dessus, je vais passer tout de suite la parole à Brice, que j'ai présenté, et qui va pouvoir vous développer avec vous le positionnement de la communauté scientifique à ce sujet. Bien, eh ben, bonsoir à tous. Donc, je prends le fil de Romain. Et on va voir ensemble que finalement la prise en charge chirurgicale n'intervient que ce soit pour une entorse récente, une entorse aiguë ou un phénomène d'instabilité récurrent. Cette prise en charge chirurgicale, elle n'apparaît que après une prise en charge rééducative, et ça c'est un consensus qu'on retrouve dans la littérature. Cette publication de 2017, je vous invite à la lire, elle est assez claire là-dessus. La prise en charge chirurgicale interviendra de toute façon après une première rééducation. La démarche qui doit être envisagée pour un patient qui vient à la suite d'une instabilité de cheville ou d'une entorse aiguë, c'est dans un premier temps établir le diagnostic. Ça, c'est le rôle du médecin, de la clinique, de l'imagerie, éventuellement de tests fonctionnels. Et puis, à la suite de ce diagnostic, on conduit une rééducation, alors on en parlera tout à l'heure, qui est d'origine sensorimotrice, en tout cas qui est basée sur une rééducation fonctionnelle. Cette rééducation fonctionnelle est suivie d'un deuxième diagnostic, d'un bilan de fin de rééducation, on peut dire. Si la clinique du patient est bonne et sa stabilité est bonne, eh bien on va s'arrêter là, on pourra considérer qu'il est rééduqué. Par contre, si on a une sensation d'instabilité qui persiste, des entorses qui se produisent à nouveau, eh bien là ce sera l'occasion de l'orienter éventuellement vers une prise en charge chirurgicale. Donc si on résume, au final, l'indication opératoire dans le cadre d'une pathologie d'entorse de cheville, elle intervient chez un patient qui est reconnu en situation d'instabilité chronique de cheville. Alors je vous invite à revoir les questionnaires qu'on avait vus ensemble sur un des derniers webinaires, le A2I, le FAM notamment aussi. L'indication opératoire, elle est posée également s'il y a une instabilité articulaire qui est d'origine mécanique. Donc ça, c'est mesurable par des bilans cliniques simples et de l'imagerie. Et puis, s'il n'y a pas d'instabilité d'origine fonctionnelle, ou bien si cette instabilité d'origine fonctionnelle n'a pas pu être, a été correctement rétablie à la suite d'une rééducation. Donc voilà un petit peu les indications chirurgicales sur lesquelles on va pouvoir se baser pour orienter le patient vers une chirurgie. Donc en gros, si on ramène par rapport au schéma et au modèle de Hertel de 2002, on opère un patient, théoriquement, s'il est instable et qu'il y a une origine mécanique et pas d'origine fonctionnelle, ou alors une origine fonctionnelle restaurée. Hein, la chirurgie va pouvoir agir sur les paramètres mécaniques de l'instabilité, et donc si on arrive à restabiliser une articulation par une rééducation fonctionnelle, une restauration des paramètres fonctionnels, et que le patient se plaint plus de l'instabilité, même s'il reste une laxité, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller l'opérer. Vous voyez bien que dès lors se pose la question du pilotage et de la mesure et du suivi objectif des paramètres d'instabilité fonctionnelle. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire avec l'équipe élargie qui intervient dans le cadre de l'Académie de la cheville. Alors, on ne peut pas parler de rééducation post-ligamentoplastie sans parler des techniques chirurgicales. Là-dessus, bien évidemment, je vous renvoie vers le webinaire de Yves Tourné. Encore une fois, sur notre chaîne YouTube, il y a, vous avez la possibilité de revisualiser ces webinaires. Donc le webinaire d'Yves Tourné, et puis
d'autres webinaires plus orientés sur la place de l'arthroscopie dans la chirurgie de la cheville, qui sont les webinaires de Ronnie Lopez et de Stéphane Guillot. Alors, pour faire simple, je vous renvoie vers l'article récent d'Yves Tourné et de Christian Mabi, qui fait le point sur les différentes techniques de reconstruction ligamentaire de la cheville. Et donc, ce qu'il faut retenir, et vous voyez que sur cette diapositive, vous recevrez encore une fois le support PDF dès demain. Vous pourrez cliquer sur ce lien pour directement revisualiser le webinaire de Yves Tourné. Les chirurgies précoces des laxités, c'est des cas bien spéciaux. Quand il y a des lésions associées, notamment de la syndesmose, de l'arthrose qui est déjà avérée, voire un syndrome ostéochondral du dôme astragalien. Normalement, on opère plutôt les instabilités chroniques. S'il y a un consensus dans la littérature scientifique, il consiste à dire qu'il ne faut plus utiliser les reconstructions non anatomiques faisant intervenir le cours fibulaire, Castin ou hémicastin en France, ou technique de Evans à l'étranger. Tout simplement, l'idée, c'est ne pas aller prélever un tendon d'un des deux seuls muscles stabilisateurs latérales de la cheville. Il y a bien d'autres méthodes pour reconstruire ou renforcer un ligament latéral. L'indication de choix pour ces auteurs, c'est la réinsertion, renforcée par le ligament frondiforme, et plutôt avec la technique du lambeau, on reconstruit des néoligaments. C'est la technique initialement décrite par Blanchet, puis Saragaglia, et largement diffusée par Yves Tourné. Si jamais les ligaments sont trop atteints et on ne peut pas faire une réinsertion, mais qu'il faut avoir recours à une reconstruction, parce que les ligaments sont inutilisables, la technique de choix, c'est d'avoir recours au gracilis. Et les techniques arthroscopiques ont toute leur place, bien évidemment, elles sont en devenir. Encore une fois, là, je vous renvoie vers les webinaires du Dr Lopez et du Dr Guillot. Les résultats sont très encourageants. Reste à voir ce qui se passe à moyen long terme en termes de stabilisation, bien sûr, et de développement éventuel d'arthrose ou autre. Mais vraiment, ce sont des techniques qui ont toute leur place dans la prise en charge des instabilités de cheville. Alors, la rééducation post-ligamentoplastie de cheville, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, vous, en tant que thérapeute. Si on fait le tour de la littérature scientifique, il n'y a rien ou presque rien. Alors, ce constat nous a amené, avec le fameux Ankle Instability Group, donc la société savante des chirurgiens de la cheville, ça nous a amené à publier un article qui est un article de consensus du groupe élargi, puisqu'on en fait partie, et on ne fait pas partie du groupe, et on fait partie des auteurs de cet article, pour proposer une vision argumentée, ce qui est le cas de ce webinaire ce soir, de prise en charge de la cheville, et une proposition qu'on met un peu, qu'on soumet à débat. Mais l'idée, c'est chaque chose qu'on propose de faire en sorte que ce soit appuyé sur la littérature scientifique. À notre connaissance, c'est le seul article qui traite de ce sujet-là, sans rien valider, puisque on fait une proposition qui est amenée à être validée ou invalidée. Dans cette proposition, donc là, l'objet de cette présentation, c'est de développer cette proposition. Dans cette proposition, il y a une organisation globale qui se répartit sur environ 4 mois. La première étape, qui est 6 semaines, c'est une étape d'immobilisation stricte, puis amovible. On va voir un peu comment après. Ensuite, il y a 6 semaines de rééducation. À la fin de la rééducation, on doit pouvoir reprendre ses activités classiques si on n'est pas forcément un sportif de haut niveau. Ensuite, donc, de la fin de la chirurgie à la fin de la rééducation, il y a 12 semaines. Et puis ensuite, on peut rajouter, en fonction du type de profil du patient, 4 semaines de réathlétisation, et c'est à la fin de ces 4 semaines de réathlétisation, qu'on peut imaginer un retour sur le terrain. Le processus total de la chirurgie à la fin de la réathlétisation, comme je disais tout à l'heure, c'est 16 semaines, donc c'est 4 mois. Et l'objectif, c'est pas forcément de dire ici, à la séance 1 de la semaine 2, on va faire ça, c'est vraiment d'orienter la prise en charge
avec des objectifs précis. C'est-à-dire quand on va atteindre un niveau de performance, on peut passer à l'étape suivante. C'est pas la date qui nous fait passer à l'étape suivante, c'est vraiment la capacité à maîtriser un test spécifique qui nous permet de passer à l'étape suivante. Tout ça, on va le décrire dans le cadre du développement de ce protocole. Dans le cadre, si on détaille un peu sur la diapositive précédente, il y a la période d'immobilisation. Si on détaille ces 6 semaines d'immobilisation ou de contention, eh ben, à J0, bien évidemment, c'est la chirurgie. Ensuite, les 3 premières semaines, on est en immobilisation stricte, plâtrée. Alors, le consensus de l'Ankle Instability Group, c'est 3 semaines. Il y a plusieurs des membres du groupe qui sont déjà à 15 jours d'immobilisation stricte. Il est possible que ce consensus bouge assez rapidement vers 15 jours. Pour être prudent, on continue à indiquer plutôt 3 semaines d'immobilisation stricte. On a ablation du plâtre du coup à J21 ou à J14. Et puis ensuite, une immobilisation amovible, donc une botte de marche, remise en charge partielle, et puis à J45, on a suppression de la contention et remise en charge à 100% qui doit être autorisée. Dès la phase d'immobilisation amovible, il y a un démarrage possible de la phase 1 de l'étape 2. Donc là, on est dans l'étape 1 qui est la contention. L'étape 2, c'est le début de la rééducation, et puis elle va être divisée en 3 phases. Si pendant l'immobilisation amovible, en fonction de la douleur, de l'état de la cicatrice, etc., on peut commencer à faire du travail cutané, du travail trophique, du travail antalgique, de l'électrostimulation, de la vibration, de la proprioception en décharge, eh bien, il faut le faire, faut pas s'interdire des choses, il faut aller le plus vite possible en fonction de l'état du patient. Quoi qu'il en soit, à J45 post-chirurgie, qui correspond au J0 de la rééducation, en fait, eh bien là, on va pouvoir commencer cette fameuse rééducation sur 6 semaines qui va se déterminer ou se diviser en 3 phases. Les 2 premières semaines, à raison de 3 séances par semaine, on fera du travail cutané, trophique, antalgique, de la mobilisation articulaire, d'étirement du triceps sural, de l'électrostimulation, de la vibration et de la proprioception en décharge. Brice va détailler tout ça juste après. La phase 2, J14 à J30, on tombe à 2 séances par semaine, et là on va faire du renforcement des muscles intrinsèques du pied, de la proprioception en charge. On va commencer le travail en charge, mais on va rester sur des mobilisations, des degrés d'amplitude relativement faibles. Et puis la phase 3, de J30 à J45, on est également à 2 séances par semaine, et là on fera du renforcement en charge des abducteurs de hanche, des éverseurs, et on fera de l'équilibration, du travail d'équilibration en charge dynamique. Équilibration en charge, c'est mieux. À J45, on fait un bilan sensorimoteur. Si c'est OK, on commence la phase de réathlétisation. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est quand même important d'indiquer que dès la première phase de cette étape 2, donc du début de la rééducation, c'est important de lutter contre le déconditionnement physique, notamment si on a affaire à des sportifs. Donc, après validation par le chirurgien, dès le départ, on va devoir très précocement agir sur le cardio, le renforcement en chaîne cinétique ouverte de muscles plus proximaux pour essayer d'éviter un déconditionnement global du patient. Alors je reprends la main à Romain, justement. Effectivement, il faut bien avoir en tête que souvent le patient, on l'a au cabinet à partir du moment où il a la botte plâtrée. Donc il y a tout un tas de choses qu'on va détailler dans cette phase 1 qui peuvent être attaquées beaucoup plus tôt, commencer beaucoup plus tôt, encore une fois, en fonction de l'état du patient. Ces choses, ces principes de rééducation de la phase 1, ils sont communs à toutes les prises en charge post-chirurgicales. Il n'y a rien de très spécifique à la cheville, avec des techniques cutanées, vérification de la cicatrice, des techniques trophiques, des notions de DLM, des techniques antalgiques assez classiques, des mobilisations articulaires spécifiques. On a parlé des étirements du triceps sural par exemple. Si on revient un petit peu sur les protocoles de glace, de cryothérapie, je vous invite à aller lire les travaux de Blickley, qui est un peu la référence sur les notions de cryothérapie, et qui parle de protocole POLIS pour remplacer le R de Price par Optimal Loading, mise en charge optimale. La botte plâtrée, en l'occurrence, fait partie des mises en charge. La botte rigide fait partie des optimal loading par exemple, et il est très intéressant d'aller travailler par des techniques de cryothérapie, notamment de l'intermittent, en alternant 10 minutes de froid, 10 minutes de chaud, 10 minutes de froid, 10 minutes de chaud. Je vous invite à aller voir ces protocoles-là, on en avait parlé déjà un petit peu dans les derniers webinaires qu'on avait fait ensemble.
Ensuite, on a des techniques un petit peu plus articulaires, des mobilisations spécifiques, notamment le talus, notamment la position de la malléole, la tête de la fibula, vérifier l'état de la soutalienne. C'est des mobilisations un petit peu plus précises, un petit peu plus analytiques, qui permettent une amélioration de la récupération dans les premiers temps et qui ne sont pas dangereux évidemment pour la ligamentoplastie. Et puis il y a des techniques d'étirement du triceps sural, puisqu'on sait que une raideur, une hypoextensibilité du triceps sural, c'est un facteur de risque dans la récidive. Donc il est important très rapidement d'aller travailler sur ce triceps sural, dans un premier temps en décharge, et puis le plus possible, on va rapidement passer en charge. Voilà un petit peu les techniques qu'on peut avoir. On a ici les techniques dont je parlais tout à l'heure, 10 minutes d'intermittent toutes les 2 heures, c'est ce qui est recommandé ici par Bickley. Il y a des techniques de mobilisation du talus, j'en ai parlé, la tibiofibulaire supérieure inférieure, le médio-pied, l'avant-pied, la soutalienne, dont j'ai parlé également. Et puis voilà différentes images sur lesquelles on peut voir des techniques d'étirement du triceps, ici en décharge, mais en charge on l'a également, et vous connaissez tout à fait bien. On a ensuite des techniques d'électromyostimulation qui ont été bien décrites par François Fourchet dans un webinaire sur le gainage du pied notamment, que je vous invite à aller retrouver encore une fois sur la chaîne YouTube, où on voit ici une mise en place pour aller stimuler les muscles intrinsèques du pied qui ont été forcément pas lésés, mais en tout cas qui ont été mis au repos de manière importante avec la notion de décharge, et qui vont être extrêmement importants à venir solliciter rapidement au moment de la mise en charge. Donc c'est une partie importante de la rééducation, cette électrostimulation des muscles intrinsèques du pied, notamment au niveau de l'arche interne, qu'on voit ici très bien sur la vidéo. Et puis, il n'y a pas que les muscles intrinsèques du pied, on va pouvoir et on va devoir très rapidement venir lever la myotrophie, la sidération musculaire qui a été mise en place sur les muscles fibulaires, puisqu'on va ensuite dans la rééducation venir les solliciter de manière importante. Donc c'est des techniques d'électrostimulation sur le court et le long fibulaire, que vous avez par exemple ici représenté, mais qu'on peut, vous connaissez bien sur d'autres points moteurs par exemple qui sont utilisés. Donc voilà, c'est des techniques qui sont relativement classiques, qu'on retrouve dans tous les protocoles post-ligamentoplastie. À partir du moment où il y a une atteinte chirurgicale, une mise en place chirurgicale, on a ces notions de cutané, trophique, de drainage, des techniques de DM, mobilisation douce, levée de sidération musculaire, etc., etc. Donc c'est une partie qui est dans un premier temps assez commune à d'autres techniques chirurgicales. On peut également investir l'intérêt de la vibration tendineuse. Alors, tout simplement, quand une articulation doit être immobilisée pour respecter des délais de cicatrisation, eh bien, mécaniquement, elle doit être immobilisée, il n'y a pas de doute. Par contre, on est conscient que ça vient engendrer une inhibition et un déconditionnement d'origine neuromusculaire. La vibration tendineuse permet de générer des mouvements illusoires. Donc en vibrant de manière alternative des muscles antagonistes, on peut, tout en conservant une immobilité mécanique de l'articulation, activer les réseaux neuromoteurs et jusqu'aux aires cérébrales, du cortex cérébral, comme s'il y avait un mouvement réel. Donc autrement dit, on peut laisser la cicatrisation se faire tout en entretenant le système neuromusculaire. Tout ça a été prouvé notamment par cette publication de très haut niveau dans la revue Neuroimage par Roll, et c'est dès 1983 que l'intérêt de cette technique dans le domaine de la rééducation a été proposé et largement détaillé. Il suffit tout simplement de pouvoir aller appliquer, alors dans la phase où on a la botte de contention amovible, d'aller appliquer un vibrateur sur les éverseurs, un vibrateur sur les inverseurs, et de programmer dans le petit boîtier que vous voyez ici une stimulation alternative, par exemple 5 secondes de vibration des éverseurs, 5 secondes de vibration des inverseurs, et donc tout en conservant une cheville immobile, et bien pour le système neuromusculaire, et ben, c'est comme si on faisait des inversions et éversions de la cheville. Si je lance une vidéo ici, alors bon, elle est un peu déformée cette vidéo, mais vous voyez que c'est pas comme si vous appliquiez votre téléphone portable, hein, ça vibre un peu plus, et puis on est capable de programmer
de la vibration alternative entre les deux vibrateurs. Ne pas sous-estimer l'intérêt de cette technique qui vise, pendant une période d'immobilisation, à entretenir et à lutter contre l'installation du déconditionnement neuromusculaire. Alors toujours dans cette phase 1, on a parlé de proprioception, on peut même parler de réveil proprioceptif dans un premier temps, puisqu'on va travailler principalement en décharge, on n'est toujours pas autorisé à mettre le patient en charge à cette phase-là, ça va revenir petit à petit. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est notamment l'utilisation ici de l'intérêt du dispositif Myolux Evolution, donc je vous invite à aller voir les webinaires là-dessus, encore une fois sur la chaîne YouTube. Ça permet dans un premier temps, ce travail en décharge, de venir un petit peu réveiller, je parlais de travail de réveil proprioceptif, de réveiller les notions de mobilisation en inversion, en éversion, alors toujours dans des degrés qui sont bien contrôlés, puisqu'on a une lésion ligamentaire qu'il faut protéger. Et on va travailler sur des travails de repositionnement articulaire. On va mesurer des erreurs de repositionnement qui vont permettre au patient de se rendre compte qu'il a quelques petits déficits proprioceptifs. Ça va devenir plus parlant pour lui ce que c'est que la proprioception, et typiquement ces exercices de repositionnement là qui sont le numéro 1 sur cet hexagone que vous connaissez bien maintenant, ça permet de mobiliser, donc en décharge on le voit bien sur l'image ici, dans un secteur qui est bien contrôlé, la notion de capteur proprioceptif. Donc c'est un test qui est facilement mis en place à cette phase-là, et c'est un exercice de rééducation très simple en décharge qui n'est pas dangereux pour la lésion, donc très intéressant à ce niveau-là. Et puis on va pouvoir recommencer à travailler aussi les yeux fermés, ce qui va permettre de se focaliser vraiment sur la notion de proprioception, afin d'avoir vraiment une spécificité. Alors là encore, je reviens pas sur le dispositif Myolux avec sa spécificité de déstabilisation de l'arrière-pied autour de l'axe de Henke, qui permet vraiment de cibler la proprioception de la cheville. Alors, on passe à la phase 2 du protocole quand on a atteint un score de 75%. Alors, les scores dans le cadre du concept Myolux Evolution sont exprimés en pourcentage à chaque fois. Et 75% correspond à la moyenne d'une cheville saine. Donc, quand on a obtenu, voire dépassé ce seuil de 75%, à l'exercice 1, proprioception, repositionnement, on peut engager la phase 2 de rééducation. Alors, il faut avoir obtenu idéalement ce score et en même temps avoir un test de dorsiflexion en charge qui ne révèle pas de différence par rapport au sujet sain. Donc soit un test comparatif comme vous voyez à gauche, soit une performance sur la direction antérieure du Y-Balance Test. Alors là aussi il y a eu un webinaire dédié au Y-Balance Test. Finalement la performance dans la direction antérieure est directement lié à la capacité de dorsiflexion en charge et donc à ce qu'on veut tester ici. Donc quand on a atteint 75% à l'exercice 1 et qu'on a une capacité de dorsiflexion en charge comparable au côté sain, on peut passer à la phase 2. Et cette phase 2, comme on le voit ici, de 2 séances par semaine, se focalise sur le renforcement des muscles intrinsèques du pied et sur la proprioception, les étapes 2 et 3 de la proprioception en charge, que Brice va détailler tout de suite. Donc nous y voilà dans cette phase 2, on va revenir un petit peu sur le renforcement des muscles intrinsèques du pied, donc là encore François Fourchet avait fait tout un webinaire là-dessus, avec plusieurs exercices possibles. Alors je vous invite à aller voir cette publication récente là, de 2016 qui montre un ensemble d'exercices possibles qui sont faisables pour le renforcement des muscles intrinsèques du pied, le short foot qui est peut-être le plus connu, et puis il y en a tout un tas, le first toe extension et le second to fifth toe extension avec l'accent. Le short foot que vous voyez représenté sur l'image de droite, on demande au patient de réellement raccourcir son pied. On est sur notamment des publications de François Fourchet aussi qu'il avait détaillé dans son webinaire il y a quelques temps. Ces stimulations des muscles intrinsèques du pied peuvent être également associées à ce qu'on avait vu dans la première phase, à savoir la stimulation électrique. Donc on associe un mouvement volontaire qu'on a représenté ici, associé à de la contraction musculaire simulée par électromyostimulation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur les muscles intrinsèques du pied. On va poursuivre le travail de proprioception qu'on avait mis en place sur la phase 1 et on va essayer dans un deuxième temps donc de venir dissocier l'arrière-pied de l'avant-pied. On commence à être sur des phases beaucoup plus en charge, hein, Romain l'a détaillé tout à l'heure, et il va falloir réapprendre à venir
dissocier l'avant-pied de l'arrière-pied. Donc c'est des exercices qui sont mis en place aussi là sur le dispositif Myolux que vous commencez à bien connaître. Je vous invite encore à aller voir ça. Et notamment avec le travail de la bille orange qui va venir sur la pastille verte d'un côté, sur la pastille verte de l'autre, et venir obliger le patient à travailler non plus uniquement sur l'avant du pied, mais bien être capable de dissocier l'arrière-pied de son avant-pied. Alors, là, je fais une petite prise de parole rapide. Toujours le même principe, on passe à la troisième étape de la proprioception, qu'on appelle la proprioception fonctionnelle, quand on a atteint un seuil de 75% à l'exercice que Brice vient de vous décrire. C'est ce qu'on appelle la rééducation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'avais un peu honte de mon accent, mais je vais me lancer parce que je me suis fait prendre à plusieurs reprises entre-temps. C'est ce qu'on appelle la rééducation goal-oriented. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un planning a priori, on va passer à l'étape suivante quand on a atteint et qu'on a validé une performance sur un test. Donc quand on a validé le 75% à l'exercice de proprioception dissociation, on vient faire de la mobilisation en charge de la sous-talienne, on peut passer à la proprioception fonctionnelle. Et cette proprioception fonctionnelle, cet exercice de proprioception fonctionnelle, il a tout son intérêt ici, puisqu'en fait le patient sur cette phase-là, souvent son mouvement d'inversion, il est un peu tabou. On se rend compte qu'il a du mal à aller en position d'inversion. Or, il va falloir qu'il y aille petit à petit, en tout cas qu'il reprenne des informations proprioceptives dans ce secteur. Et l'intérêt de cet exercice, c'est d'obliger le patient à venir solliciter un petit peu son côté inverseur, sa partie inverseur, sans pour autant basculer complètement non plus dans l'éversion. Donc on est sur un travail de sollicitation dans un secteur qui n'est pas forcément le secteur préférentiel du patient, qui n'est pas dangereux en l'occurrence à cet endroit-là, mais qui l'oblige un petit peu à se rééquilibrer, à solliciter sa proprioception dans ce secteur-là, qui est à la fois de l'inversion et de l'éversion. Vous voyez qu'on travaille sur des bornes qui sont sur des valeurs de très légère inversion. Ça oblige le patient à venir se mettre dans cette situation-là, sans non plus qu'il puisse tricher et venir se mettre complètement sur son marche interne. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, notamment dans la remise en charge. Alors toujours dans le même état d'esprit, quand on a atteint 75% du score maximal sur ce test, on peut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est tout simplement la troisième phase de ce processus de rééducation, où on est toujours sur 2 séances par semaine, et là on va focaliser sur le renforcement en charge des abducteurs de hanche et des éverseurs de cheville, et puis sur la performance posturale dynamique par le biais du Y-Balance Test spécifique à la cheville. À la fin de ce bilan, à la fin de cette phase, on fera un bilan, vous le verrez, et si ce bilan est réussi, on pourra passer à la fameuse phase de réathlétisation. Alors dans cette phase 3, il y a un point important qu'il faut relever. Souvent l'instabilité chronique de cheville, elle est associée à un déficit de force de muscles plus proximaux, notamment les muscles abducteurs de hanche. Donc il va être important de ne pas se focaliser uniquement sur le renforcement musculaire des éverseurs qu'on va détailler juste après, mais de remonter un petit peu et d'aller regarder l'état des muscles abducteurs de hanche, notamment le moyen fessier principalement. En tout cas, on peut assez rapidement solliciter ces abducteurs de hanche par le biais de tout un tas d'exercices que vous connaissez très certainement, avec des élastiques, un ballon éventuellement, la chute de hanche qu'on doit contrôler. Et puis d'ailleurs c'est un point intéressant puisqu'on est en train d'écrire un papier là-dessus, en tout cas de mettre en place des manips pour arriver à savoir quel est l'exercice le plus pertinent dans ce contrôle des abducteurs de hanche, dans cette sollicitation des abducteurs de hanche. On comprend bien de toute façon que le rôle des abducteurs de hanche va être plutôt en isométrique, donc on essaye, c'est une publication qui va sortir dans quelques temps, on essaye de comparer les protocoles les plus intéressants pour venir solliciter correctement ces muscles abducteurs de hanche. Mais en tout cas, c'est des muscles qu'il ne faut pas oublier. Si on retourne un petit peu au niveau de la cheville, il va falloir commencer par travailler spécifiquement sur les éverseurs de la cheville, et si on revient sur le rôle des éverseurs de cheville, eh bien, ils agissent principalement en excentrique, puisqu'ils viennent freiner le mouvement lésionnel, le mécanisme lésionnel, et du coup le principe de renforcement excentrique prend tout son rôle ici, avec des exercices très spécifiques, puisqu'on demande aux patients de contrôler l'inversion en charge, alors toujours dans des secteurs qui sont non dangereux pour le transplant,
Et cette sollicitation des muscles en excentrique, donc on leur demande de freiner le mouvement d'inversion, permet un premier travail de renforcement musculaire, puisque de toute façon, vous savez que l'excentrique présente le gros intérêt d'être transférable. En tout cas, les gains obtenus en excentrique sont transférables vers le concentrique, et c'est donc pour ça, entre autres, qu'on commence par les exercices d'excentrique. Alors là, le passage à l'étape suivante, toujours pareil, quand on a obtenu un score de 75% à l'exercice 4, c'est particulièrement intéressant, c'est toujours le même raisonnement. Là, 2 publications particulièrement intéressantes qui offrent pour la première fois accès à une valeur diagnostique. Est-ce que la performance excentrique de mes éverseurs correspond à une cheville saine ou une cheville instable? Premier article de 2014, on propose un seuil, c'est-à-dire on doit pouvoir contrôler contre le poids de son corps ce mouvement d'inversion sans dépasser un seuil de vitesse angulaire de 60 degrés par seconde. Et quand on a confronté dans un deuxième temps ce seuil à l'évaluation isocinétique, eh ben on a pu démontrer que cette démarche diagnostique beaucoup plus accessible et fonctionnelle que l'évaluation isocinétique est également plus sensible que cette évaluation isocinétique. Donc quelque part, une manière de le dire, c'est que les thérapeutes ne peuvent plus dire qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir tester la performance excentrique des éverseurs au sein de leur cabinet. Alors dans la logique de ce qu'on suit là en termes de renforcement musculaire, on a parlé du renforcement excentrique. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler parfois avec le dispositif Myolux, souvent le patient, vous allez vous rendre compte, il a du mal à freiner la descente, mais il va y arriver d'une manière ou d'une autre. Et par contre, il peut en général pas du tout remonter. C'est la deuxième raison pour laquelle on commence par faire de l'excentrique. Et au fur et à mesure, on rajoute des composantes concentriques et on demande au patient d'essayer de remonter son petit doigt de pied, donc faire de l'éversion, tout simplement. Et en général, ça, il a du mal à le faire. Donc on lui demande très souvent de venir s'aider de l'autre pied, puisqu'on travaille en unipodal. Mais l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il permet de travailler en bipodal. Alors sur l'image de gauche, vous avez l'exercice en unipodal, mais en général, cette phase-là, il a du mal à le faire. Donc on va lui demander dans un premier temps de travailler éventuellement en bipodal. Donc là, on est sur une sollicitation spécifique en concentrique. Toujours le même principe, quand on a obtenu un score de 75% de cet exercice, on passe à la phase suivante, qui est le renforcement fonctionnel. Alors le renforcement fonctionnel, il va allier tout simplement des composantes concentriques, des composantes excentrique et puis un petit peu d'isométrique. Donc pour ceux qui connaissent pas le dispositif, il va suffire de guider la bille orange à l'intérieur de ce chemin et on aura ces notions de concentrique, d'excentrique. En fait, on demande aux patients de maîtriser, on a fait du renforcement musculaire, maintenant c'est de la maîtrise, c'est pour ça qu'on parle de fonctionnel, on maîtrise les contractions avec une demande concentrique, une demande excentrique, mesurer la notion de vitesse angulaire, être capable de gérer, de contrôler la force musculaire qui est développée par les éverseurs, que ce soit de l'excentrique ou du concentrique. Alors, ensuite, dès qu'on a atteint 75% sur cette phase de coordination entre les phases excentriques et concentriques, on va pouvoir passer à la performance posturale dynamique, le fameux Y-Balance Test spécifique à la cheville. Et donc là-dessus, je vous renvoie encore une fois au webinaire qu'on a fait dédié à cette problématique. Le Y-Balance Test est un test sensorimoteur du membre inférieur, ce n'est pas un test spécifique pour la cheville. Par contre, quand on le fait sur un dispositif de déstabilisation spécifique de la cheville, en l'occurrence, bien évidemment, on a utilisé le Myolux, mais je vous rappelle que le concept, c'est stabilisation de l'avant-pied et dissociation avant-arrière-pied et déstabilisation physiologique de l'arrière-pied. Dès qu'on met les gens dans ce type de situation, on se rend compte qu'il y a un seuil qui apparaît, qui est un seuil de 82% de la longueur du membre inférieur. C'est-à-dire que après 4 essais d'habituation dans chacune des 3 directions, on a 3 essais dans chacune des 3 directions, la performance moyenne rapportée à la longueur, donc exprimée en pourcentage de la longueur du membre inférieur, donc épiniliaque antéro supérieur, malléole interne, et bien si cette performance est inférieure à 82% en situation de Y-Balance Test, en situation de déstabilisation spécifique de la cheville, c'est qu'on n'a pas atteint les performances moyennes, classiques d'une cheville qui va bien. Donc on va pouvoir être encore plus fonctionnel par le biais de ces exercices jusqu'à atteindre cette performance de 82%. Une fois qu'on a atteint cette performance, eh bien on peut passer à la fameuse phase de réathlétisation si il y a un intérêt, si c'est un patient concerné, donc un patient sportif. Et là, cette phase va durer 4 semaines, entre J45 et J75 par rapport au début de la rééducation. Mais en fait, ce J45 correspond déjà à J90 post-chirurgie.
Ça c'est indiqué ici à gauche. Là on va pouvoir travailler sur l'équilibration globale, parce qu'encore une fois, le discours c'est pas de dire qu'il faut remplacer le plateau de Freeman par autre chose. Le plateau de Freeman ou les autres outils de déstabilisation multidirectionnelle, ce sont des outils intéressants dans le cadre du travail de la performance posturale. Par contre, de là à considérer que ce sont des outils de stimulation proprioceptive de la cheville, ben là il y a un petit problème. Donc on a maintenant ciblé la proprioception de la cheville, le renforcement des éverseurs de la cheville et des abducteurs de hanche. Maintenant on va pouvoir travailler, faire de l'équilibration plus globale, travailler en locomotion sur des parcours, sur des exercices de double tâche, des sauts, des changements de direction, de la gestuelle sportive en instabilité spécifique, tout ce que Brice va pouvoir détailler un petit peu plus. Exactement, donc si, un petit peu. Donc la suite, effectivement, la réathlétisation, c'est la phase qui est souvent pour le sportif la plus intéressante, parce que lui, il a vraiment l'impression d'avoir terminé sa rééducation. Il va donc falloir aller le pousser un petit peu dans ses retranchements. Il va falloir, si possible, se rapprocher de son activité physique classique, de son sport classique. Donc on va être obligé de le mettre dans des situations de déséquilibre, avec des notions de contrôle postural. Donc là, les exercices sur surface instable multidirectionnelle, ce soit le plateau de Freeman, que ce soit un trampoline, que ce soit d'autres types de structures, qui vont permettre de travailler l'équilibration globale, comme l'a dit Romain. C'est cette notion de déséquilibre, de placer le sportif dans des situations qui sont plus complexes, qui sont plus instables que la situation de sport classique. Ça va permettre de prévenir les récidives, pour essayer d'empêcher un petit peu de se reblesser à nouveau. Et donc il va falloir à nouveau repasser par des mouvements très fonctionnels qui ressemblent énormément aux activités sportives que le patient a l'habitude de faire, et sur lequel on vient rajouter une déstabilisation spécifique. Vous voyez ici sur des changements d'appui, sur des parcours, sur des phénomènes de course, avec évidemment une reprise progressive. Hein. On n'est pas dans du tout ou rien. On s'adapte en patient sur son ressenti, sur ses impressions. On va travailler sur de la simple tâche, de la double tâche. On va travailler sur une plateforme stable, puis de plus en plus instable, les yeux ouverts, les yeux fermés, pour venir terminer sur quelque chose de très très fonctionnel à nouveau. On le remet dans sa situation, ici sur un tir au handball par exemple, et on va le placer dans une situation qui est plus déséquilibrante, qui est plus problématique que celle à laquelle il va être soumis au cours de son activité physique. Donc voilà un petit peu la démarche de réathlétisation. On pourra faire peut-être un webinaire spécifique là-dessus, mais c'est très intéressant d'avoir une notion de progression dans la réathlétisation, partir d'un sol stable, les yeux ouverts, en bipodal, et d'aller de plus en plus vers le dynamique, d'aller contrarier le patient, d'aller contrarier le sportif, le mettre dans des situations qu'il connaît, mais sur lesquelles on va augmenter la contrainte pour qu'il puisse, le jour du retour sur le terrain, être apte à la reprise et éviter la récidive. Ben voilà, on en arrive à la fin de cette présentation avec le programme pour le mois d'avril. Alors on en arrive presque à la fin. Là, il y a les 2/3 de cette diapositive qui sont faits maintenant. La semaine prochaine, il y aura de nouveau un chirurgien qui va intervenir sur la place de l'arthroscopie dans la ligamentoplastie de la cheville, qui est le docteur Jean-Luc Grisard. Et puis le programme des mois de mai et juin va pas tarder à vous être communiqué. Voilà, on vous remercie encore une fois pour votre attention.